Donc seconde partie de cette présentation de la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Et nous nous étions arrêtés, dans la première vidéo, à cette charte des droits fondamentaux, rédigée pour rendre visibles les droits et qui n'a qu'une simple valeur déclaratoire dans un premier temps. Alors, il faudra attendre le traité de Lisbonne. Alors, pour être plus précis, la charte des droits fondamentaux s'était vue dotée d'une force juridique contraignante dans le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe. Donc, cette constitution pour l'Europe, entre guillemets, devait comporter une deuxième partie qui reprenait l'intégralité de la charte des droits fondamentaux. Mais ce projet n'ayant pas abouti, du fait de l'échec du référendum en France et aux Pays-Bas, la charte des droits fondamentaux devra attendre l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009 pour accéder à cette force juridique contraignante. Alors, en décembre 2009, donc, le traité de Lisbonne entre en vigueur et la charte des droits fondamentaux devient contraignante avec la même valeur juridique que les traités. Donc, elle ne figure pas dans le texte des traités en tant que tel, pour une raison symbolique, le traité de Lisbonne étant en réalité une constitution européenne expurgée de toutes les références symboliques ou constitutionnelles qu'on avait pu y insérer, et donc on avait considéré qu'il était impossible de prétexter que ce traité de Lisbonne était un traité simplifié, comme on disait à l'époque, en y laissant un texte d'une portée aussi solennelle qu'une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc il y a une simple référence qui est faite dans un article du traité sur l'Union, qui est l'article 6, mais le texte de la charte ne figure même pas dans les protocoles ou dans les annexes au traité. Il faut aller chercher dans le journal officiel de l'Union européenne, dans les publications relatives aux communications, pour trouver le texte de cette charte. Alors, ça c'est sur un plan tout à fait juridique, mais si vous vous rendez sur le site Eurlex, qui reprend qui publie les différents documents officiels de l'Union européenne, et que vous allez chercher la version consolidée des traités et le traité de Lisbonne, le service des publications y a adjoint la charte des droits fondamentaux. Heureusement. Mais c'est vrai que symboliquement, on a souhaité reléguer cette charte un peu en arrière-plan pour ne pas lui donner une importance symbolique qui aurait conduit à ce que cette idée du traité simplifié soit finalement apparaisse telle qu'elle était, c'est-à-dire une façon de refaire passer le traité établissant une constitution pour l'Europe. Quoi qu'il en soit, donc on a actuellement un article 6 dans ce traité sur l'Union européenne qui prévoit que les droits fondamentaux dans l'Union sont protégés, principalement au titre de cette charte, c'est l'article 6, paragraphe 1, que l'Union européenne doit adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, qui permettrait donc d'avoir une deuxième source de protection des droits fondamentaux dans l'Union, à côté de la charte. Et puis, on a une troisième source qui est subsidiaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle est inutile, loin de là, mais que sont les principes généraux du droit, c'est-à-dire toute la jurisprudence historique de la Cour de justice qui continue à pouvoir produire ses effets dans l'Union. Alors, quelques mots plus précisément sur cette charte des droits fondamentaux, maintenant qu'on sait qu'elle est actuellement contraignante et qu'elle a donc la même valeur que les dispositions des traités. Alors cette charte, l'objet des rédacteurs, je vous l'ai dit, c'était de rendre visibles les droits. Donc les rédacteurs ont simplement pris l'ensemble des droits existants dans l'Union européenne et ont essayé de les codifier dans ce texte. C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas véritablement de droits nouveaux dans cette charte des droits fondamentaux par rapport à ce qui existait auparavant dans l'Union. Cette charte est construite en différents titres. En fait, on a 6 titres qui regroupent des droits de façon thématique, et on a un 7e titre qui, lui, porte sur des dispositions horizontales, on en dira un mot, mais qui permettent de savoir comment appliquer cette charte, dans quelle situation, comment interpréter les droits, quelles sont les limitations qu'on peut leur apporter, etc. Donc 6 titres thématiques. Le premier, consacré à la dignité. Et donc, dans ce premier titre, consacré à la dignité, on retrouve donc le principe de dignité de la personne humaine, le droit à la vie, le droit à l'intégrité de la personne, ce qui permet d'intégrer toute une série de dispositions relatives à la bioéthique, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, et enfin, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Ça, dignité. Au titre, des libertés, titre 2, nous trouvons ici, là aussi, c'est très classique, le droit à la sûreté, le droit à la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, qui est souvent présenté comme étant une des innovations de cette charte des droits fondamentaux, aux côtés du droit à l'intégrité de la personne.
alors qui certes constitue d'une certaine façon une innovation, mais d'une autre façon, on peut considérer qu'il s'agit simplement d'actualiser le droit à la vie privée familiale au regard des évolutions technologiques que sont le développement de l'utilisation des données personnelles. Donc on trouve aussi le droit de se marier et de fonder une famille, la liberté de pensée et de religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, les arts et les sciences, le droit à l'éducation, la liberté professionnelle. Et d'ailleurs, à côté de ces libertés professionnelles, deux autres libertés économiques. On retrouve un peu ici l'ADN de l'Union européenne, puisqu'on retrouve la liberté d'entreprise, qui est consacrée à cette charte, ainsi que le droit de propriété. Et enfin, sur un volet complètement différent, mais toujours dans le titre des libertés, le droit d'asile et l'interdiction des expulsions, enfin la protection plus précisément en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition. Donc ici, il s'agit en fait, entre le premier titre et le second titre, des droits classiques de première génération, qui étaient pour l'essentiel consacrés déjà dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union. Deux titres ensuite qui sont intimement liés, puisqu'il y en a un qui est intitulé Égalité et l'autre Solidarité. Donc on est là sur des droits qui sont pour partie de première génération, des droits civils et politiques, et pour partie plutôt des droits économiques et sociaux. Alors au titre de l'égalité, qui est quand même un des principes fondateurs pour l'Union européenne, puisque le simple fait de mettre en place un marché intérieur suppose d'interdire les discriminations des produits en raison de leur nationalité. On n'est pas sur un droit fondamental ici, on parle de marchandises, mais il y a quand même cette idée d'égalité qui est très importante dans l'Union européenne et qui s'était d'ailleurs déployée dans différents domaines assez rapidement. Donc on a l'égalité en droit, et puis sa déclinaison concrète, qui est le droit à la non-discrimination, qui est inscrit dans la charte. Discrimination qui est interdite pour toute une série de motifs qui sont énumérés, mais qui sont énumérés de manière non limitative. Donc on a un droit ici qui est présent à l'article 21, qui est extrêmement important et consacré de manière très forte, d'ailleurs plus forte que dans la Convention européenne des droits de l'homme. Sont ensuite déclinés différents aspects de ce principe d'égalité, notamment le respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les personnes âgées, vis-à-vis des personnes, l'interdiction des discriminations, à l'égard des personnes âgées ou à l'égard des personnes handicapées. Et puis on a un article qui est consacré également au droit de l'enfant. Et on est bien dans cette idée toujours selon laquelle il faut non seulement traiter de manière égalitaire l'ensemble des personnes, et protéger peut-être de façon supplémentaire des personnes qui pourraient être considérées comme étant plus vulnérables. Donc là on est un peu à l'articulation entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux, et on rentre donc par contre pleinement dans les droits sociaux avec le titre 4 intitulé Solidarité, qui consacre ici toute une série de droits ou de principes, j'en reparlerai, concernant différents aspects des relations de travail. On a notamment le droit à l'information, à la consultation des travailleurs, le droit de négociation et d'action collective, la protection en cas de licenciement injustifié, alors là je suis moins exhaustif, la protection de la vie familiale et professionnelle, ou encore la protection de la santé ou de l'environnement. Donc, un titre qui est assez centré sur les droits sociaux, mais qui connaît de gros problèmes, de justiciabilité. Le titre 5 de la Charte des droits fondamentaux comprend en fait des droits qui, pour l'essentiel, existaient déjà dans les traités au titre de la citoyenneté. D'ailleurs, ce titre est intitulé Citoyenneté et en fait reprend les différents droits qui sont consacrés au profit des citoyens européens depuis maintenant de nombreuses années. Donc les droits de vote, par exemple, et d'éligibilité au Parlement européen et aux élections locales font partie de ce titre 5. On retrouve également le droit à une bonne administration, c'est-à-dire le droit de voir ses affaires traitées de manière équitable par l'administration lorsqu'on se tourne vers elle. On retrouve le droit de pétition, le droit du médiateur, enfin l'existence du médiateur européen, ou encore la liberté de circulation et de séjour des citoyens européens. Donc là aussi, on a un titre qui en fait inscrit dans la charte des droits existants, bien connus et déjà balisés assez largement par la jurisprudence de la Cour de justice. Et enfin, dernier titre consacré au droit, le titre 6, qui porte sur la justice. Donc ici, ce sont tous les droits de procédure, qui sont essentiels finalement pour la garantie des droits que j'ai énoncés précédemment, puisqu'il faut pouvoir obtenir la garantie effective de ces droits, ça suppose de pouvoir s'adresser à un juge
et que ce juge puisse traiter de manière équitable le cas qui lui est soumis pour répondre à la question qui lui est posée. Donc on a le droit à un recours effectif, le droit d'accès à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, et enfin le droit de ne pas être jugé deux fois pour une même infraction, qu'on appelle aussi le principe de non bis in idem. Donc l'ensemble de ces droits procéduraux permettent d'assurer une jouissance effective des droits et puis le respect des principes essentiels en matière dans le domaine de la matière pénale. Alors, voilà le corpus, si vous voulez, de la charte. Il y a l'ensemble des droits et principes qui sont consacrés par cette charte des droits fondamentaux. Le dernier titre, lui, intitulé « Dispositions générales régissant l'interprétation et l'application de la charte », constitue une sorte de mode d'emploi, c'est-à-dire comment utiliser les différents droits qui sont consacrés dans cette charte des droits fondamentaux. Ce titre 7 sera l'objet de la troisième et dernière vidéo.